Hello and welcome on Watches TV for a special end of the year video as we organize a little raclette party with some of the guys representing the future of independent watchmaking. Their names are probably not so well known to the large public, but for some very savvy collectors and those in the know, well, their creations have already sparked an immense interest. Today we won't focus on their timepieces, but we'll have more of an informal talk regarding their take on how they see their very own future, as well as the future of the industry. But before starting this dinner, we had the visit of some exceptional guests with our neighbor Recep Recepi, founder of Acrivia, a guy already in a quite mature position, but we also had the visit of today's most illustrious independent watchmaker, Mr. François-Paul Journe. And I have to say that it was really nice to see all these guys interacting and appreciating and commenting the timepieces of one each other. And you could feel a lot of respect and constructive discussions. How did you do this? Why that? Etc. But since not all these pieces are yet officially launched, well, I know it's maybe a little bit frustrating, but not too much timepieces to share with you. Nonetheless, a fantastic moment with some really talented people. Guys who are fully committed to the art of watchmaking with a capital A, and guys whose names you will most certainly hear about more often in the coming future. So let's start by discovering all our guests, and yes, well, now we will switch to French. Alors, je suis Florent Béda, horloger du coup à Renan, chez Petermann Béda, associé. Du coup, je m'appelle Gaël Petermann, cofondateur de Petermann Béda à Renan, pareil. En 2019, on a sorti une montre à seconde morte, la 1967. Et puis normalement, en avril, on devrait ressortir une nouvelle montre, une complication, qu'on viendra peut-être présenter ici. Théo Offret, je suis horloger, je suis basé à Paris. J'ai créé la société Offret Paris, un premier modèle qui s'appelle Tourbillon Paris et un nouveau modèle qui s'appelle le Tourbillon Grand Sport. Je m'appelle Bernard Van Ormelingen, j'ai 25 ans. Je suis horloger guillocheur et j'ai développé la marque Bernise qui propose une collection qui s'appelle la collection Artis Arti, qui se décline déjà en 9 modèles. Je m'appelle Julien Tixier, je suis horloger prototypiste à la Vallée de Joux. Et là, cette année, on a sorti une montre un peu particulière avec un bon ami, Dominique Renaud, que je salue bien, et Benoît Dubuis. Et sinon, je suis en train de faire mes montres à mon propre nom. Alors moi, c'est Rémi Couls, donc j'ai créé la société Couls il y a bientôt 4 ans. J'ai sorti mon premier modèle, le tourbillon souscription à 9 pièces, et maintenant je suis en train de travailler sur la suite qui va sortir bientôt. Bonsoir, je m'appelle Javed Redjepi, je travaille actuellement sur ma première pièce qui sortira en avril 2023. Alors Simon Brett, 35 ans, je travaille sur mon prochain modèle de montre qui va être dévoilé en avril 2023. Bonsoir, c'est Vincent Després. J'ai lancé un tourbillon que j'ai vendu en souscription à 10 exemplaires. Et puis je suis basé à Verrières, à côté de Genève. Et voilà. Alors bonsoir, moi c'est Sylvain Pinault, je suis horloger à Sainte-Croix, dans les montagnes un peu au-dessus. Et puis cette année j'ai fabriqué cette pièce que j'appelle Origine. Et voilà, l'accueil est plutôt bon et on s'amuse bien à la fabriquer chez nous, tranquille. Alors bonjour, je m'appelle Raoul Pagès. Je suis horloger indépendant depuis 10 ans maintenant et je suis basé au Brenay en Suisse. Voilà, vous êtes tous jeunes, horlogers, successful, dynamiques, merveilleux. Vous êtes rentrés dans... Voilà, vous avez bénéficié d'une vraie reconnaissance aujourd'hui de ce que vous êtes en train d'amener sur sur cette jolie planète horlogère. Mais comment est-ce que vous voyez votre futur ? Oh, ce silence. Ah bah oui. Comment ça va ? Gaël a envie de parler. Gaël, on t'écoute. Ouais. Moi j'aime bien l'histoire de l'horlogerie, la chronométrie, etc. J'aime énormément l'histoire de la chronométrie et puis de se dire qu'est-ce que c'est aujourd'hui la chronométrie avec tout ce qu'on sait, mais avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, mais par exemple ce qu'on sait sur les matériaux, etc. Enfin bref, j'ai plein d'idées comme ça, mais ça pour moi ce serait le rêve de te dire la société elle va assez bien pour que je puisse faire ce que je veux sans que ça dépende de ma production. On a toujours eu un peu une sorte d'exemple, c'est Voutilainen, où il a quand même une... Enfin, c'est un grand atelier pour nous, mais ça reste un petit indépendant pour les grands. Et on trouve que c'est beaucoup plus familial, on a un peu cette vision du futur comme ça. Il y a une sorte de direction. Voilà, après on verra. Et puis toi Sylvain, cette année,
sous les spotlights un petit peu plus peut-être que ce que tu vas imaginer au tout début d'année, mais félicitations à toi. Ça. Et qu'est-ce que ça change justement et comment est-ce que tu vois là, justement ton développement et ton futur? Je suis arrivé avec un proto en me disant je suis content si j'en vends 2. Et puis je me suis retrouvé avec pas mal passablement de commandes, donc il y a tout qui se précipite un peu. Après voilà, faut pas perdre l'esprit. Moi je fais ça pour prendre du plaisir, quoi. Ouais. C'est vraiment pour prendre du plaisir. Cette indépendance, je l'ai gagnée à la perte de mes cheveux. Je me suis pas mis indépendant à 20 ans comme d'autres, hein. Je me suis mis indépendant à 38 ans à peu près. Donc j'ai quand même maturé un peu plus le truc. Alors moi j'aurais été incapable de faire une bonne montre à 20 ans. Je pense que j'aurais fait une bonne daube, quoi. Et toi Théo, là tu m'expliquais tout à l'heure que ton équipe avait quand même un peu grandi là aussi. Moi j'ai une façon de travailler qui est assez particulière, donc on est loin de l'arc jurassien. On travaille en direct pour l'instant, en tout cas, pas avec des revendeurs pour le moment. Et donc on essaie d'augmenter au maximum la qualité des pièces qu'on fabrique. On a une idée de la qualité qu'on voudrait atteindre et ensuite seulement on verra si on arrive à... Parce que c'est autre chose entre augmenter la qualité d'une pièce et commencer à industrialiser un process pour faire en sorte de produire plus. Donc voilà, c'est à chaque fois pas la même chose. Entre produire une pièce, 3 pièces, 5 pièces, 10 pièces et 50, c'est un travail différent. Mais on a des clients qui arrivent à nous trouver et en plus qui prennent vachement de plaisir à venir. Parce que quand on arrive à moi, ou Rémi, ou Julien, ou n'importe qui ici, ils ont cherché. Il y a une espèce de culture. Ils sont souvent détachés d'une certaine production assez industrielle. Ils ont envie de renouveau et de contact aussi. Est-ce que vous êtes sujet, victime, entre guillemets, de gens qui sont en train de spéculer sur vous, quoi, grosso modo? Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que vous vous protégez par rapport à ça? Pour l'exemple, moi j'ai un client passionnant aussi. Et lui, il achète une montre pour lui et une pour son coffre. Voilà, parce qu'il dit, voilà, Bernard, il a 24 ans. Cette montre-là, je la ressors dans 10 ans. Ou je la ressors pour tes 34 ans et on verra bien ce que ça donne. Donc il y a des gens qui achètent et qui parient. En fait, c'est vraiment un pari. Et oui, parce que le challenge, c'est de se dire, voilà, il y a des gens qui croient en moi. Moi, je ne veux pas les décevoir. Et donc, je vais encore donner plus de ma personne pour avancer encore plus loin, les surprendre et qu'au final, ils se disent d'ici 10, 15, 20 ans, qu'ils se disent ah oui, j'ai bien fait, j'ai cru en lui, j'ai bien fait. C'est l'objectif qu'il faut se donner au final. Et effectivement, ça fait partie aussi finalement, des objectifs qu'on se met à long terme, de dire le mec a cru en toi, il faut qu'on soit là au rendez-vous, quoi. Faut qu'il ait le retour sur investissement en fait. Ça vous dérange pas que le gars il achète une montre, qu'il la mette au coffre et qu'il la porte jamais? Ça c'est la question que j'aimerais savoir. D'accord. Je trouve ça quand même chouette de fabriquer une pièce, d'y passer autant d'énergie et de vivre. Enfin, on transpire sur ces montres. Quand je suis allé visiter un client il y a 2 semaines, il portait sa première montre. Ouais, et là, j'ai trouvé ça trop génial, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et il la porte. Et le mec me dit direct. Ouais, c'est ça. Puis le mec me dit direct, j'en suis super content. C'est l'une des montres que je porte le plus. Après, je pense que ça peut être complémentaire. Il y a des clients qui sont passionnés, qui vont s'intéresser vraiment à tout ton travail, mais qui attendent quand même, ce qu'on disait avant, qui attendent quand même que s'il doit vendre sa montre, que sa montre ne s'écroule pas aux enchères, quoi. Mais est-ce que ça c'est pas une tendance d'il y a pas longtemps, parce qu'il y a 10 ans, tu savais que t'achetais une montre. Toi, tu sais peut-être plus que moi, mais il y a 10 ans, t'achetais une montre. Avant, tu achetais une montre, c'était... Voilà, j'ai dépensé, voilà, j'ai claqué mon pognon, et puis c'est tout, quoi. Voilà, je me fais plaisir, et puis c'est tout. Et il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a 10 ans, il fallait convaincre un client et essayer de lui vendre une pièce. C'est-à-dire lui dire cette pièce, lui expliquer déjà ce que c'était pour lui vendre. Aujourd'hui, ils sont 150 ou 200 clients pour 2 pièces qui arrivent en magasin. Ils savent exactement ce qu'ils savent exactement. Et ils viennent, là-dedans, il y a de tout. Il y a des passionnés, il y a sûrement des clients qui sont plus spéculateurs, etc. Donc, comme disait Raoul, peut-être de tout. Des mix aussi. Ouais, c'est un mix complet. Mais alors, dans notre clientèle à nous, il y a sûrement les deux. On en a en plus. C'est ça qui est assez rigolo, c'est quand même. Que tous ici, on en a en commun. Je pense à Gaël et Florian, à Raoul. Et à Simon aussi, à moi, on a plusieurs clients qui ont des pièces chez chacun et qui, là pour le coup, on les connaît assez bien ces clients-là, on passe beaucoup de temps à parler avec eux
Et ils sont investis dans le truc. C'est vrai, il y a un investissement. Le ticket pour être assis à la table des jeunes horlogers est assez élevé. La qualité qu'on nous demande aujourd'hui, elle est assez haute. Globalement, peut-être même plus haute qu'il y a 20 ans. Au niveau de la qualité, de la décoration, on nous demande quelque chose qui est poussé avec les ultra macros, les réseaux sociaux, etc. C'est assez incroyable. Les personnes vont discuter entre elles, disent bah, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, et ça permet de discuter aussi pour faire élever le niveau, c'est normal. On est conscient qu'un premier client, lui, va fédérer tout son réseau en disant bah, ok, j'ai telle pièce, je suis convaincu par le produit et je vais vraiment prendre en charge la communication de cette marque. Qu'il la porte et qu'il la montre et qu'il en est fier. C'est ce que j'allais dire par rapport à la taille d'entreprise, c'est que c'est toujours délicat parce que quand on fait trop peu de pièces, on n'existe pas vraiment dans il faut que les pièces cet équilibre soient portées par des clients, qu'ils les montrent. Et moi je comprends qu'il y a des personnes qui veulent pas abîmer la montre, qui veulent voir ça comme une... je sais pas, comme une œuvre d'art, quelque chose, et que plus tard en fait les gens diront bah en fait heureusement qu'il l'a pas porté parce qu'on a vraiment un témoignage intact. Un client voulait acheter le prototype. Pourquoi? Parce que c'est la pièce sur laquelle il est sûr que j'ai travaillé, même si c'est celle sur laquelle c'est pas le balancier définitif. C'est une boîte que j'ai fabriquée moi-même en argent, j'avais pas les moyens de m'acheter une boîte en or. C'est celle sur laquelle il est sûr que j'ai travaillé tout seul, c'est la première. Et il y a un attachement un peu particulier à une pièce qui est pas parfaite. Et en fait, quand tu es technicien et trop technicien, t'arrives pas à faire cette transition-là et à vraiment te dire ok, je suis arrivé là, je regarde derrière, j'ai atteint tel niveau et c'est ça qu'il faut que je vende et je dois m'en contenter et c'est mon argument de vente, il est là. Et en fait, moi je le vois aussi, ma pièce, j'ai plaisir à la présenter à un horloger plus qu'à un client parce que l'horloger il comprend, waouh, en fait ça c'est super chiadé, ça c'est compliqué, etc. L'horloger il sera se contenter de la pièce et encore plus si t'es une personne qui l'intéresse, ton histoire, c'est la pièce lui plaît, etc. quoi. Donc c'est vrai qu'on a un peu ce truc de se dire, on veut toujours tout le temps améliorer. À un moment donné, il faut se dire, ok, on a ça d'acquis, maintenant il faut se focaliser dessus et on vend ça. Quoi. Après, moi, le problème, c'est qu'on voit que les côtés négatifs de sa pièce, on n'arrive plus à voir le global, on voit que le petit truc, l'angle rentrant qu'on n'a pas fait assez, alors on continue et... T'es formé pour ça, tu fais, il est là. Nous alors, tu le vois. Il y a les chiens policiers. On a été formés pour ça à l'école et puis après avec les expériences professionnelles, tout ça, on cherche toujours le défaut. Là, tous autour de la table, on est tous des mecs qui cherchent à pousser le bouchon très loin. Quoi. C'est surtout que ça fait pas longtemps aussi qu'on a intégré tout le fait de fabriquer la montre de A à Z parce qu'à l'époque, il y a 200 ans, il n'y avait aucun horloger qui fabriquait tout de A à Z. Et ça fait très peu de temps que vraiment il y a la mentalité de fabriquer tout de A à Z, de tout internaliser. Encore une fois, je veux dire, une marque avant, c'était la notion d'établisseur. Voilà, on bosse avec plein d'autres personnes, voilà, et c'était très bien et ça fonctionnait fantastiquement, pas dans longtemps comme ça. En gros, c'est Daniel qui a un peu inauguré le truc à dire ok, je fais tout moi-même. Oui, mais les manufactures ont apporté ce côté-là qui était très commercial à dire on fait tout en interne. Voilà, on fait tout en interne. Après, pour revenir à ta question, le fait de sous-traiter, moi ça me dérange pas. Après, faut être honnête avec ça. Et deuxièmement aussi, moi je pars du principe que je travaille avec des sous-traitants qui, déjà je suis en phase avec la qualité qu'ils font, il faut que je me retrouve dans le travail qu'ils produisent. Si je me retrouve pas, je travaille pas avec eux. Il y a des sous-traitants qui partagent un peu votre état d'esprit, à savoir que voilà, aujourd'hui, pour les sous-traitants, quand vous venez pour faire 10 composants, ça va emmerder tout le monde. Et puis vous allez être au bout de la... Mais est-ce qu'il y a des sous-traitants qui, au contraire, justement, ont envie de dire, voilà, on veut répondre à ce type de demande que potentiellement vous pourriez avoir. Nous, en tout cas, quand on avait commencé notre projet, il y avait beaucoup de sous-traitants. Ils ont dit, nous, on a envie de faire de la petite production. On a envie d'être polyvalent. On a envie d'autant de faire de la grosse production pour les grosses marques et de la petite production, voire prototypage pour des petites marques qui se lancent. Et du coup, on a rencontré beaucoup de ces sous-traitants qui étaient totalement ouverts à ça. Et du coup, on s'est fait un catalogue de sous-traitants pour faire des pièces. Puis on a échangé entre-temps, mais en général, la base, on travaille toujours avec eux actuellement. C'est plus simple pour moi de faire tout que de passer du temps à faire les coups de fil, à trouver les gars, à essayer de pleurer pour avoir t'as bien raison. Mais ça, c'est vite. Mais à un moment, c'est tu choisis de franchir l'échelle ou pas. Tu vois. Oui, voilà. À un moment, c'est à partir du moment où tu dis à 10 clients, tu dis je vous fais une pièce dans l'année, que tu fais, ah ouais, mais je peux pas y arriver. Après, c'est sûr que c'est des grosses journées de boulot. Hein. Mais de facto, vous êtes tous des commerciaux quand même. Quoi.
On ne vend pas les montres. Hein. Non. Je discutais avec ma grand-mère l'autre jour qui me disait non mais on m'a dit qu'il y avait quelqu'un de très riche qui habitait là-bas, tu devrais lui envoyer un prospectus. Mais voilà, c'était comme ça se passait à l'époque et au final maintenant on reçoit juste des demandes, des mails et est-ce que vous avez des pièces à vendre, des trucs comme enfin c'est génial de se dire. À l'heure actuelle. Mais il y a 10 ans, je suis pas sûr que nous on aurait vendu autant de montres là autour de. On en parlait avec. Tu fais bien de le dire. Bon, j'étais là. Je pense que Oui. Tu sais. C'est pas jeune, non, Raoul. Non mais c'était il y a 10 ans. Mais c'est vrai que c'était complètement différent il y a 10 ans. Il n'y avait pas cette folie qu'il y a cette année spécialement, je trouve. Les mecs n'avaient pas Instagram comme nous, donc quand Internet arrivait à peu près, il y avait des blogs, mais les premiers avec moi je pense il fallait se taper Baselworld. Les mecs venaient pour voir les grandes marques, mais chez les indépendants, c'était l'abattoir. Même Philippe Dufour nous a dit que voilà, un client qui vendre des montres. Il était là-bas avec sa pièce et des montres. Ouais. C'est quand même fou de pouvoir avoir un atelier, faire ses pièces, pas avoir la pression de savoir si elles sont vendues, si elles vont se vendre ou pas, juste se contenter de les faire. Alors il y en a un là autour de la table qui je te regarde toi parce que maintenant eux ils ont tous commencé. Ça fait quand même un moment voilà que t'es très actif et tout quoi. Moi ça va bien. Non écoute, moi ça va bien, j'ai arrêté chez mon frère en fin août. Mais voilà, j'avais ce projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Et puis on a discuté plusieurs fois et tout. Et puis voilà, la meilleure solution, c'était qu'on fasse chacun son truc. Et puis moi, j'ai un peu une autre vision j'ai une autre vision un peu de l'horlogerie. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera totalement différent, mais c'est une autre manière même de lire l'heure ou de voir un peu l'horlogerie. Là, je peux pas en dire trop. Parce que... Allez, c'est le moment. Non, mais parce que voilà, là, je suis à fond dedans, mais franchement, je pense que je vais pas parler trop vite ou quoi, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment faire du bruit. Et c'est quelque chose vraiment de pas mal. J'ai reçu déjà des commentaires. Il y a eu tellement de commentaires et tellement de messages et tout, que les gens ils veulent absolument acheter, alors que j'ai même pas présenté le truc. Ils veulent déjà acheter. Ouais, ils veulent déjà acheter. Ça, c'est de la faute de mon frère, je pense. Salaud. Non, mais c'est vrai, ils veulent déjà acheter et je l'ai montré quand même à 2-3 amis qui sont collectionneurs. Et ouais, ils ont vu ça, franchement, ils ont pété un plomb quand même. Je vais pas trop parler, mais... Non, mais... Voilà, on est tous indépendants ici. Aujourd'hui, on veut sortir un projet et on veut faire 10 pièces, 20 pièces. Pour moi, je pense que tu peux pousser un peu plus. Faire un peu plus. Et même, au contraire, même si tu fais un peu plus que 10 pièces, ça va t'aider toi-même. En termes, au niveau financier et tout, ça va te permettre de développer d'autres choses, d'avancer plus vite, d'engager, prendre un local. Voilà, même niveau expérience. C'est vrai que le métier d'horloger, il est trop vaste. Et pour moi, je préfère aujourd'hui me dire, ok, je suis un horloger, je fais de beaux angles, je fais de belles finitions et tout. Mais il y a certaines choses, comme par exemple le boîtier, ou j'en sais rien, le boîtier, les pignons, les choses comme ça. Tu te recentres en fait sur ce que tu veux vraiment faire. Voilà, et moi personnellement, j'ai pas envie de me faire chier et puis faire ma prod là, faire mes pignons, mes trucs et tout. Ah, c'est moi qui l'ai fait. C'est un peu à chaque horloger, ces petits détails. Nous, chez nous, c'est les pignons, c'est-à-dire on veut avoir les ailes, du fond plat, des trucs parfaitement polis, des facettes, des piqûres, des trucs, des tenons coniques avec des pivots et tout. Donc, chaque horloger fait sa tambouille en fait. « 2022, visiblement, c'est une année un peu exceptionnelle pour l'horlogerie. Un petit peu en dehors de la réalité, mais tout le monde est content. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Moi, je pense qu'on va revenir, après c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on va revenir vraiment à... comme il y a 100 ou 150 ans, c'est-à-dire vraiment il y aura toujours les grosses entreprises style Patek, Rolex, le Swatch Group, etc. qui sont quand même des mastodontes et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font vivre quand même un sacré paquet de personnes. Mais je pense qu'en fait, il va y avoir vraiment une galaxie de petits indépendants et vraiment en fait les collectionneurs vont pouvoir un peu piocher où ils veulent et il va vraiment avoir beaucoup de diversité et vraiment revenir comme il y a 150 ou 200 ans, que ce soit en Angleterre ou en France.
et même en Suisse aussi, vraiment plein de petits indépendants qui produisent chacun leurs petites choses. Et je pense que ça va vraiment être intéressant. Donc vous pensez réellement que justement, il y a de la place pour une multitude d'indépendants qui respectent une forme de... il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, à un moment, il y a un fondement, il y a une sélection qui va se faire. Sélection naturelle. Peut-être que l'année prochaine, on sera plus cuit. Alors qui va couler Autour de cette table. Chez vous, il y aura la révolution. Non, mais finalement, après, une pièce... on travaille tous, on donne un peu le meilleur de nous-mêmes, on imagine des trucs, on est des créatifs, on est un peu... Enfin, moi, je pense que là, tous autour de la table, on s'imagine comme des créatifs, on imagine des trucs, quoi. Et puis, à un moment, c'est la validité de ta pièce, il faut qu'elle soit bonne. Si une pièce, elle est mauvaise, bah, vas-y, retour à la case départ, tu recommences. Après aussi, je pense qu'aujourd'hui, si tu poses la question à un horloger, combien de pièces tu vas faire l'année prochaine et tout, non, facilement, je pourrais dire, écoute, là, cette année, je suis capable de faire, je sais pas, 30, 40, 20 pièces. Mais le problème, c'est de trouver l'équipe qui va te les faire. C'est ça le problème. Je sais que ma première, je vais en faire 100. Et c'est comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, c'est compliqué de trouver les bonnes personnes. Mais bon, pour répondre à ta question, je pense que tous les 5 ans, j'ai l'impression que ça fait des vagues. Mais maintenant, la question, c'est que nous, en tant qu'indépendants, est-ce qu'on va être impacté par ça? Et l'idée, c'est ce qui serait... Enfin, moi... Voilà, c'est ça, c'est de se dire, j'espère que ces clients qui se seront formés ou qui se seront intéressés à l'horlogerie indépendante, ils vont rester, parce que pour l'instant, ils ne perdent pas d'argent. Mais le jour où ils perdront 50% sur leur montre, et que je parle d'une Nautilus ou de la nôtre ou comme ça, on verra réellement. Ouais, mais je sais pas si c'est sur leur montre. Qui va suivre en général. Je parle juste des clients en général. Donc là, effectivement, il y a un dénominateur commun entre vous dans la manière d'entrevoir comment est-ce qu'on conçoit, construit, fabrique une montre, ce genre de choses. Mais vous avez tous votre petite... votre terrain d'expression et ce genre de choses, et tant mieux, quoi. Ouais. Et je pense que tant qu'on continue là-dedans, ça va, parce que, encore une fois, les quantités, elles sont quand même relativement limitées, et par rapport au nombre de personnes qui est autour de la planète, et le niveau d'éducation qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça devrait être pas mal. Mais bien sûr, jamais pour un produit qui est totalement anachronique. J'ai reçu pas mal de messages de clients et de collectionneurs qui me disent « Pour moi, ça a été une année horlogère fantastique. » Ça veut tout dire. Ça veut pas dire, en gros, j'ai acheté des super pièces. Ils s'en foutent de ça. En gros, ça a été une année horlogère. Ils ont découvert des personnes, ils ont échangé avec des gens, ils ont échangé avec nous tous, parce qu'on a quasiment tous les mêmes, quoi, pour ainsi dire. Et en fait, pour eux, c'était vraiment plus l'expérience humaine, plus que de se dire « Ah bah attends, j'ai acheté telle pièce, j'ai acheté telle pièce. » Ils parlent pas comme ça, les mecs, ils s'en foutent. Il y a des collectionneurs, ils disent « Ok, moi je t'achète une montre, mais le jour où tu fais mon cadran, on le grave derrière, je viens et je fais mon cadran avec toi. » Et donc j'ai des clients qui viennent et on fait... Voilà. Et alors ils sortent de là hyper heureux. Ils ont fait leur cadran et ils l'auront dans leur montre. Ils l'ont guilloché sur une machine, on l'a fait ensemble. Acheter la montre, en fait ça il n'y a plus rien qui les excite là-dedans. C'est plus d'acheter l'expérience qu'il y a derrière, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est encore plus... Alors l'objet, certes, il est beau, enfin c'est ce pour quoi on se bat aujourd'hui, mais l'expérience qu'on vend derrière, elle est encore plus, je dirais, c'est encore plus un argument de vente, de se dissocier sur l'expérience plutôt que sur le produit, en tout cas. I most sincerely hope you enjoyed being with us for this fun moment, and my little finger tells me that this could well become a regular informal rendezvous here on Watches TV. Again, so nice to have all these talented and cheerful guys around the table here, and we definitely wish them the very best with their endeavors, following their very own path. And we can't wait to follow up on this and take you along. So thanks for watching, and the best of all, and... Viva Watchmaking!